À la salle manga du domaine de Massanes. Voilà, en dernière réunion publique au golf, c'est pas par hasard. On va donc remercier d'abord les partenaires institutionnels qui se sont joints à nous au cours des réunions précédentes. Il y avait notamment Christian Bourquin qui représente la région, Languedoc-Roussillon, André Vézinet qui est venu pas plus tard que lundi soutenir l'équipe JM Bayargues. Voilà. Et également est venu représenter l'État, Fanny Dombrecoste, députée de la 3e circonscription. Voilà, donc on enchaîne sur le programme de la soirée. Au passage, merci de rallumer vos téléphones en fin de réunion. Merci. Vérifiez, il y en a qui sont... Il y a tout le temps une blonde des fois, ou une brune. Ou un blond. Un peu d'humour dans le monde de brut. Voilà, le déroulement de la soirée. On va d'abord présenter les partenaires donc, de Bayargues, on l'a fait, Christian Bourquin, André Vézinet, Fanny Dombrecoste. On va faire le bilan de la campagne et la présentation de la liste de JM Bayargues. Ensuite, on va parler des 3 priorités du programme 2014-2020. Il y aura ensuite des échanges avec la salle. Donc vous aurez la parole. Et puis après, sans que ça coûte un seul centime à la commune de Bayargues, on vous offrira le verre de l'amitié. Et vous ne serez pas plus pauvre en partant qu'en arrivant, puisqu'on vous offre nous-mêmes nos petits apéros faits avec nos petites mains. On vous souhaite de passer une bonne et très agréable soirée dans notre compagnie. Et on vous remercie d'être venus tous aussi nombreuses et nombreux. Bonne soirée. J'appelle donc le héros de la soirée, et peut-être pour 6 ans d'ailleurs, José Raymond Martinez. Ça fait chaud au cœur de voir une salle aussi souriante. Comme disait Guillaume Turiel tout à l'heure, c'est pas un hasard si on termine notre campagne, nos réunions publiques, ce n'est pas un hasard si on termine ici, qui est un territoire à fort enjeu. Nous avons, avec Corinne Lessia, depuis 2 jours, nous arpentons les rues du domaine de Massanes à la rencontre des habitants de Massanes pour les inviter à cette soirée. Et on parlera en général du programme et on essaiera de zoomer sur ce territoire parce que vous verrez qu'il y a des enjeux forts et il y a des erreurs à ne pas commettre parce qu'elles seraient lourdes de conséquences. Donc, je vais revenir donc sur cette campagne. Donc, j'ai composé la liste JM Bayargues et j'ai fait en sorte que cette liste soit représentative de Bayargues. Alors, soyons clairs, moi, je suis un homme de gauche et c'est très bien qu'il y a des gens de droite dans l'équipe. J'ai fait cet effort-là. C'est à un moment donné être volontariste, faire en sorte que les différences se rencontrent sur ce territoire. Et c'est ce que la liste JM Bayargues est. Il y a des gens de gauche, il y a des gens du centre, il y a des gens de droite. Et ça, c'est magnifique. Et vous les verrez, eux-mêmes vous diront le programme JM Bayargues. Ils sont en fait des ambassadeurs représentatifs de la population bayargoise. Alors, la campagne JM Bayargues, alors, toutes les tranches d'âge, bien évidemment, réparties sur tout le territoire. Et la campagne JM Bayargues, eh bien, nous avons voulu une campagne de proximité. La première décision que nous avons prise, c'était simple, c'était de dire, alors qu'on voyait les autres candidats qu'on respecte, ne croyez pas certains courriers que vous avez sur les boîtes aux lettres, on respecte tous les candidats. Et si
nous n'étions pas ainsi, je ne porterais pas cette équipe. Et vous verrez, on a signé, j'ai rédigé une charte éthique que chaque colistier a signée. Eh bien, c'est vraiment à l'image le respect des autres candidats. Donc, nous avons décidé de ne pas faire de local de campagne, parce qu'un local de campagne, à l'expérience, c'est un lieu figé où, en fait, on va peu. Et quel est le mouvement? Le mouvement, ce sont des Bayardois qui vont vers les candidats. Eh bien, nous, on a dit, inversons les choses et allons vers les Bayardois. Les candidats vont vers les Bayardois. Et on a fait un périple sur tout Bayargue et on s'est régalé d'être en conversation avec les Bayardois. Et chaque fois, on déclinait nos éléments d'abord une écoute sur le bilan, qu'est-ce qu'ils pensaient de Bayargue. Et ensuite, on s'est nourri de ces messages de Bayardois, et on y viendra sur le bilan, on s'est nourri de ces messages pour proposer, avec les compétences de l'équipe J'aime Bayargue, un programme, mais qui n'est pas figé. Ce programme, à l'instant un petit peu artificiel, je vous le concède, d'une campagne électorale, eh bien, demain, je prends l'engagement devant vous d'être exactement le même, simple, en conversation avec vous. Voilà. Donc, la campagne J'aime Bayargue est une campagne de proximité. Donc, je disais à l'instant, nous avons donné aussi la parole aux Bayardois à travers notre site internet, à travers des courriers, à travers un numéro de téléphone, et on vous a invité sur un premier tract qui a créé une impulsion, qui a donné une tonalité. Bayardois, prenez la parole. Bayardois, prenez la parole, ça veut dire Bayardois, soyez acteurs de votre ville, soyez acteurs de votre village, de votre quartier, soyez acteurs. Et là, vous avez dit des choses. Vous avez dit des choses et majoritairement, il est ressorti de votre message qu'il y avait des incohérences. Et nous avons produit, en essayant d'être le plus honnête possible, nous avons produit un tract qui s'appelait « Vous avez dit incohérence ». Et ensemble, nous avons posé un problème. Donc, nous avons posé un problème qu'on a structuré sur 3 axes. Et je voudrais que, en fait, cette salle, quand vous partirez d'ici, vous ayez ces 3 idées. Voilà le problème structuré sur 3 idées. Et comment J'aime Bayargue, qu'est-ce qu'ils vont nous proposer? Je voudrais qu'ils restent, en partant de cette salle, voilà, J'aime Bayargue, on sait qui sont-ils, on les connaît, on sait ce qu'ils veulent faire. Voilà. On connaît leur engagement. Donc là, le premier sillon que je trace, c'est la pression fiscale. Et on verra, j'irai plus en détail tout à l'heure sur la pression fiscale. Ce qui est clair, c'est que la pression fiscale, l'impact est immédiat, c'est le pouvoir d'achat. C'est ça l'enjeu, le pouvoir d'achat des Bayardois. Deuxième axe, le lac et l'urbanisation massive. Alors vous verrez qu'en détail, ce couple-là est un couple pervers et qui est nocif pour ce territoire. On le verra notamment par le financement de cet équipement. Et alors, urbanisation massive, c'est un rythme qui est donné. Et le rythme qui est donné ne permet pas aux équipements qui viennent, équipements culturels, équipements sportifs, équipements scolaires, qui sont nécessaires à la vie du village, à une vie harmonieuse, eh bien, ils ne suivent pas. Exemple, l'école maternelle, qui est une belle réalisation sur le plan architectural, mais il n'y a pas eu une seule rentrée que déjà, on sait qu'il manquera une classe. Donc vous voyez, là on est sur une erreur de programmation manifeste. Il suffit d'observer pour se rendre qu'il y a une erreur. Et cette erreur, elle est liée à une urbanisation qui est trop rapide. On y reviendra. 3e axe, la gouvernance autoritaire. Et c'est vraiment tout le contraire qu'on a fait toute cette campagne. Être, je vous disais tout à l'heure en conversation, être en simplicité. Alors je suis désolé d'être en hauteur, c'est pour que vous me voyez, mais la conversation c'est au même niveau. Et c'est ce qu'on fera si demain vous nous faites confiance. Donc s'il y a gouvernance autoritaire, c'est ce qui se passe aujourd'hui à Bayargue, eh bien tout simplement, mécaniquement, il y a un désintérêt pour la vie du village. Et certaines même ont peur de parler à un tel ou à un autre, etc. Donc ça, il faut vraiment nous donner de la fluidité dans les rapports humains et on ne veut plus, les Bayardois ne veulent plus de cette gouvernance autoritaire. Donc voici pour ce bilan brièvement esquissé.
et on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, face à ce bilan, un projet qui nous ressemble, il nous ressemble parce qu'il est issu de vos contributions, et un projet qui nous rassemble parce que sur le territoire, je le disais tout à l'heure, cette liste représentative, toutes les tendances politiques, tous les quartiers peuvent être en conversation sur la base d'un projet de territoire. Cet après-midi même, j'étais au golf et une dame me disait « Mais monsieur, vous êtes socialiste, vous, je n'ai pas voté pour vous, quoi, vous vous rendez pas compte ?» Et j'ai dit « Mais si, venez vous asseoir à la table et discutons. » Et on a discuté. Et on a discuté, et au bout de la discussion, on s'est aperçu, elle s'est aperçue, je me suis aperçu que finalement, on avait tout à gagner à être en dialogue. Que finalement, on était sorti, elle était sortie forte de cette conversation, et moi également renforcé. Et puis, plus on va dans cette campagne, plus je me sens fort, nourri de vos dialogues, nourri de vos idées, Retenez ça. Donc, ce projet, eh bien, même chose, on l'a structuré. Bayargues ville attractive. Premier axe de la campagne. Deuxième axe, Bayargues ville verte. Et on les détaillera ensemble. Et troisième axe, Bayargues ville citoyenne. Donc, on va passer donc à la première partie du programme où je vais appeler, alors on va rester sur cette diapositive parce que c'est le constat, et je vais appeler l'équipe de J'aime Bayargues, amenée par Olivier Sten, qui est le spécialiste de la fiscalité locale. Il était responsable du centre des impôts de l'UNEL, et je lui ai donné une mission très difficile. Mais l'enjeu est tellement important, c'est le pouvoir d'achat des Bayargois. Donc, Olivier, si tu veux bien te joindre à nous, et peut-être Guillaume, si tu veux bien appeler l'équipe qui va travailler autour de nous. Voilà, donc autour de Olivier Stein qui va vous faire un résumé, si vous voulez vous déplacer les deux jeunes là s'il vous plaît. Voilà, merci. Valérie Lours, donc qui va composer l'équipe d'Olivier Stein. Véronique Lallemand. Antonia Vergne. Jean-Luc Dubranat. Il n'est pas là, voilà. Olfa Chi, voilà, l'habitante de Thionville. Mathieu Rossignol, chante-t-il bien, on ne sait pas, voilà. Christine André. Et Stéphane Vidal, pardon. Voilà, voilà. La double casquette, il est à l'ordi aussi. Merci Guillaume. Donc si tu veux bien remettre la diapositive... ah oui, alors là, du coup, désolé, j'ai corrigé. Bon, on va s'organiser autour de ce constat déplorable. On va essayer de s'organiser. Donc, le constat. Donc, analysons si l'équipe sortante a bien géré la commune. Et on a fait un effort de vous présenter un bilan, mais simple. Un bilan simple avec quelques valeurs, quelques éléments témoins de la qualité ou de la non-qualité de la gestion de l'équipe sortante en toute honnêteté, sur des chiffres qui sont facilement vérifiables. Et certains, pour se justifier, l'équipe sortante pour se justifier avec une association, disons, venant en aide à l'équipe sortante. Souvenez-vous ce tract où il y a un développement, il y a 4 ou 5 pages développées pour expliquer qui gère bien. Alors, moi je vais vous le faire rapide et très simplement. La taxe d'habitation, les impôts locaux, une commune vote le budget et vote ses moyens et donc les impôts locaux au service de sa politique. Depuis 13 ans, l'équipe sortante a 13 ans, donc on a quand même 2 mandats, avec vote de 13 budgets, on peut maintenant évaluer honnêtement l'action de cette équipe sortante. La taxe d'habitation. Sur les 31 communes de l'agglomération, nous avons le taux le plus fort des 31 communes, 43%. Aujourd'hui, on est au taquet. Donc, l'équipe sortante propose, en
programme de dire nous allons garder le même taux. Mais bien évidemment, on est déjà au taquet. Et si on garde le même taux, quel est l'effet sur l'impôt? Puisque, je le rappelle, je vous l'apprends pour ceux qui ne le savent pas, l'impôt est constitué du produit entre un taux et une valeur locative. Pour la taxe d'habitation, 24,43% multiplié par la valeur locative. Si vous gardez le taux constant, la valeur locative augmente. En plus, il y a des éléments d'équipement supplémentaires sur la commune de Bayard qui vont faire que vos impôts vont augmenter. C'est ce que vous avez observé d'ailleurs sur l'exercice précédent. Donc, laissez les taux de taxe d'habitation et de taxes tout court stables, c'est votre impôt qui augmente. Moi, ce que j'ai demandé, et ce que j'ai demandé à Olivier, c'est de dire comment on peut faire pour ne pas prendre 1 euro de plus dans la poche des Bayardois pour protéger leur pouvoir d'achat. Et on a évalué à 5%. Donc, sur la taxe d'habitation, sur la taxe foncière, nous sommes au 3e plus fort taux de foncier bâti. Donc c'est pour les propriétaires bayardois, 32,83%, 3e plus fort taux de taxes. Et ensuite, quand on analyse la dette, l'évolution de la dette, en 13 ans, la dette est passée de 245 euros à 1376 euros, c'est-à-dire quasiment quadruplé. Alors là, quand on analyse ces 3 données, ce n'est pas possible encore de justifier, et même si on écrivait un livre, on ne pourrait pas justifier ces mauvais résultats. Alors nous, à J'aime Bayargues, on a dit, mauvais résultats, il faut faire autrement. Et pour faire autrement, eh bien, on inverse la tendance. Olivier m'a détaillé tout à l'heure, baisse de 5%, c'est stabilisation de l'impôt 1, et évidemment, il va falloir reconsidérer en regard la dépense publique parce qu'on n'est pas là à chanter à tort et à travers, on est des gens cohérents qui avons étudié les choses. Merci Olivier de présenter le résultat de ton travail. Voilà. Alors, baisser les taux d'imposition votés par la commune de 5%, ça va nous permettre, comme l'a dit José, de maintenir les impôts locaux payés par chacun de vous à niveau. Il n'y aura pas d'augmentation. L'effet mécanique de la valeur locative qui augmente chaque année, cet effet sera atténué par la décision de José de faire baisser les taux d'imposition. Évidemment, quand on fait ce genre de proposition, il faut bien comprendre qu'il va falloir, pour l'équipe qui va gérer le budget, faire des économies, puisque on va baisser les taux d'imposition, ça va faire une perte de recettes de l'ordre de 200 000 euros par an. Donc il va nous falloir impérativement un plan de travail pour baisser les dépenses et faire des économies. Alors, il y a quelques postes qui sont déjà faciles à voir. La commune de Bayargues a 5 personnes employées à la communication. Je dis bien 5 personnes. La ville de Castelnau-le-Lez, qui dépasse les 20 000 habitants, elle a 3 personnes. Donc, là, il y a peut-être un vivier, de quoi gratter un petit peu, mettre les agents qui sont à la communication et les mettre ailleurs pour gagner de l'argent. Ensuite, il y a une facture d'énergie extrêmement importante. Quand je dis extrêmement importante, c'est vrai. On compare les taux par habitant de Bayargues et ceux de Montpellier, on arrive à un rapport de 1 à 5. Là aussi, donc, il y a un gros travail à faire pour faire des économies. Soit en énergie, soit en isolation, soit en évitant ce que l'on voit très souvent dans les rues de Bayargues, les lumières allumées en plein jour. Tout le monde pourra en voir. Ensuite, il y a des modes de gestion à optimiser. Je ne vais pas rentrer dans le détail, je ne vais pas essayer de vous noyer de chiffres, mais je peux vous assurer qu'il y a énormément d'endroits où on pourra réduire les dépenses. Tout à l'heure, on a parlé de l'équipe des dépenses de communication. On va avoir les mêmes problèmes avec les dépenses qui sont faites pour les festivités. On dépense énormément d'argent pour les festivités. Et en fin d'année, il faut le reconnaître, on a fait,
pas on, mais l'équipe sortante a fait beaucoup d'inaugurations, de monuments, de bâtiments pour se faire un peu de pub. Mais en même temps, c'est quand même les impôts locaux, c'est vos impôts, c'est l'argent public qui a payé toutes ces facilités. On doit pouvoir en gratter pas mal. Ensuite, il y a une programmation pluriannuelle. C'est facile à comprendre. Si on fait une programmation de construction, d'entretien, de tous les postes de dépenses sur 4 ans, on arrivera forcément à étaler les dépenses, à les maîtriser, et puis pour les constructions, à intéresser nos partenaires. C'est bien évident. Ensuite, il y a une dépense majeure, je parlerai de celle-là en dernier, il y a une dépense majeure, c'est d'arrêter le projet de lac. Ce projet de lac qui va coûter 12,5 millions d'euros au minimum, c'est ce qui est prévu. Et vous savez très bien qu'en matière d'équipement public, ce qui est prévu en année N, quand c'est réalisé en année N plus 2 plus 3, il y a forcément des dépassements. Et de 12,5 millions, on va fatalement passer 13, 14. On ne va pas faire autrement. Et en plus, ce lac, il va falloir, outre les problèmes qui vont être développés tout à l'heure par Jacques-Claude, il va falloir le protéger, le grillager, l'éclairer la nuit. Ça va coûter une petite fortune. Donc là, il y a une très grosse source d'économie. Enfin, José a proposé la création d'une commission de contrôle financier. Cette commission sera composée bien sûr des élus majoritaires, mais également d'élus minoritaires, donc d'élus qui n'auront pas la gestion directe de la commune, et de bailleurs. Cette commission, José m'a demandé de la présider. Je la présiderai, et ceux qui me connaissent là savent que ce sera rigoureux. Il n'y aura pas d'évasion possible. Tous les chiffres seront contrôlés. Et je peux vous garantir que je connais très bien le contrôle. Oui. Voilà. Donc, je ne vais pas être plus long, c'est pas la peine. L'équipe qui est là donnera des coups de main, il y a des gens très dévoués, très disponibles. On va faire en sorte que cette commission fonctionne bien, donne satisfaction et trouve les économies qu'il faudra trouver. 200 000 euros sur un budget comme le nôtre, ce n'est pas impossible, loin de là. Et je passe très vite, il y a beaucoup d'économies, si vous voulez en fin de séance on pourra en parler, sur lesquelles je pourrais revenir, mais on verra ça après. Je suis à votre disposition en fin de séance. Voilà, j'espère. Merci Olivier. Voilà, donc merci Olivier pour cette présentation sur les leviers d'action pour atteindre cet objectif, ce problème difficile à résoudre, parce qu'il va falloir vraiment être efficient. Et cette commission, moi j'ai souhaité qu'elle soit efficace en matière de contrôle. C'est pas un contrôle pour faire peur, c'est un contrôle pour être en qualité en matière de dépenses publiques. C'est un contrôle pour peser chaque euro qui est dépensé sur les services publics, sur la chose publique. Donc chaque euro doit être soigné. Et là, je fais vraiment confiance à Olivier pour cela. Il l'a démontré tout au long de sa carrière professionnelle. Donc maintenant, deuxième axe de travail, et d'ailleurs sur le dernier point que Olivier a présenté, c'est-à-dire stopper le projet de lac, parce que on va voir que des équipements de cet ordre qui se constituent comme étant hors échelle de ce territoire, eh bien finalement, malheureusement, ils exacerbent l'urbanisation. Et ils posent vraiment un problème à Bayargues. Donc, vous verrez en chiffres ce que ce type d'équipement a produit sur le territoire. Donc, Bayargues Ville Verte, eh bien, on va appeler deux compétences de l'équipe J'aime Bayargues. Dany Aboki, qui est ingénieur en urbanisme et puis également spécialiste en déplacement. Ingénieur des travaux publics de l'État, il y a aussi des problématiques de grandes infrastructures dont je vous parlera tout à l'heure. Donc Dany Aboki est une grande compétence de notre équipe.
Et donc une deuxième compétence, puisqu'il y a une particularité sur ce territoire, une particularité hydraulique avec une complexité à composer sur les projets à venir sur cette zone. Donc Jacques Claude qui est hydrologue, qui a parcouru le monde et qui a ici une grande compétence. Et vous pouvez lui poser toutes les questions que vous voulez sur l'hydraulique. Je lui poserai d'ailleurs la première et tu nous répondras sur la question des inondations. Donc autour de ces deux compétences, nous avons d'autres compétences qui vont se joindre, une équipe qui va se joindre à nos deux colistiers. On appelle donc Corinne Leccia. On appelle Anthony Pompidou. J'appelle Stéphanie Chély. Qui rime avec joli, comme voilà, comme Dani Amoki aussi, ça rime avec joli, voilà. Patrick Abitboul, il est là, voilà. On appelle quelqu'un qui n'est pas très connu dans le village, Hassen Rescala, voilà. % de réduction sur les réparations de voitures, c'est juste à côté. Marie-France Cadeau, est-ce qu'elle est là? Je ne sais pas. Non, peut-être que non. Elle conduit un bus à 3h du matin demain, donc elle n'est pas là, voilà. Fabien Peters, voilà. Il est là ou il n'est pas là? Il n'est pas là? Ah, ok. C'est une recrue pour le mercato, il est hollandais, il joue très bien au football. Donc c'est une bêtise. Voilà, je vous laisse la parole, je te donne le micro, Dani. Attends, vas-y. Pardon. Donc tout d'abord, je vais poser le problème. On essaye d'être un peu organisé pour qu'on comprenne bien la présentation. Donc le problème, l'urbanisation massive, je vous disais tout à l'heure, donc à l'image, donc tous les chiffres que vous voyez, ici vous voyez, source, plan local de l'habitat 2013-2018, voté le 23 mai 2013. Donc là c'est clair, lorsque vous observez cette carte, vous voyez la production de logements par an. Et vous voyez que Sainte-Rézéry, 35, Beaulieu, 30, Sussargues, 30, Castries, commune assez similaire à la nôtre, même un foncier beaucoup plus important sur Castries, 80 logements, Vendargue, un foncier beaucoup plus important que Bayargues, 100 logements, Saint-Bresse, 95, et nous, 190. Pourquoi le double? Pourquoi le double? Donc là, déjà, premier blocage. Et le double, la raison, on a cherché, mais on n'a pas cherché longtemps. Parce que c'est très simple. Quand on analyse le montage financier sur le lac, on s'aperçoit que l'équipe sortante a négocié avec l'agglomération qui a en charge la compétence de l'habitat, et donc de l'établissement du plan local de l'habitat. La délibération de juillet 2013 indique bien le développement du montage financier, et observons 1 million sur les équipements hydrauliques, 900 000 € sur des équipements sportifs, le wakeboard, le sport que vous pratiquez tous, je le sais, c'est un besoin premier, il n'y a pas de problème. Donc le 900 000 €. Et ensuite, c'est là 2 100 000 €, et c'est une avance sur participation à une opération de 125 hectares, en piquant 2 100 000 € sur les espaces publics de cette future opération, eh bien on les transfère sur le lac. Et les transférant sur le lac, ça veut dire qu'on rend obligatoire une densification plus importante de la partie sud, et c'est-à-dire la partie sud qui se développe donc au sud de la voie ferrée, et le long du golfe. Donc ça, on a une image en quantité. Donc ça, c'est zoomé sur le golfe. Maintenant, observons le plan local de l'habitat, parce que quand même, l'équipe sortante nous dit, dans ses prospectus de campagne, 329 habitants en 13 ans. On n'a fait que ça. Donc ça, c'est 100 logements. Alors quand on observe, il faut quand même observer. Le lotissement Jean Hugo,
Déjà, il y en a pas mal, des parcelles. Ensuite, toutes les parcelles que vous avez sur la route impériale, c'est pas mal aussi. Donc, rien que sur ces deux opérations, je peux vous dire que c'est 3 fois ce chiffre-là. Ça, c'est sur la position établie. Mais observez la dynamique de l'urbanisation. Et sur cette carte-là, que nous a concoctée Dany, eh bien, on regarde le développement de cette dynamique. Ici, on a, au niveau de la cave coopérative, 220 logements, plus encore une autre opération à côté, 59 logements, plus l'ancien relais, 11 logements, au-delà du fait que, grande tristesse pour l'économie viticole qui a forgé ce territoire, la cave coopérative a été rayée de la carte de ce territoire, de ce village, sans sommation, et sans qu'on ait le temps de dire ouf. Voilà. Donc ça, d'autres communes, comme Moguio, comme Mudaison, ont fait des projets intéressants où ils ont valorisé ce patrimoine, et d'ailleurs souvent, ça a donné lieu à des salles culturelles. Donc c'est vraiment un beau geste que de rendre cette architecture à la culture et à l'humain. Eh bien ici, non, on rase et on fait 300 logements, parce que c'est de 300 logements qu'il s'agit, et c'est déjà en construction, ce qui veut dire que d'ici 1 an et demi, vous avez à peu près 600 à 700 personnes qui vont arriver, alors avec des enfants. Lorsque vous voyez que les équipements scolaires sont déjà, disons, en saturation sur la prochaine, rentrée scolaire, eh bien, dans 1 an et demi, il est clair que le deuxième groupe scolaire ne sera pas en présence et que la situation va être catastrophique. Donc ça sera une des premières missions que nous aurons et on y viendra sur la partie de la réussite éducative. Donc, la route impériale. Ensuite, au nord, sur les Lignières, il y a un programme de 200 logements. Au niveau du cœur du village, et c'est peut-être le plus délicat, là, vous connaissez le terrain qui se développe derrière les arènes, qui arrive en fait au bout du Mail Gaston-Bessette, pour ceux qui connaissent bien, qui est en fait derrière les anciens logements sociaux, qui maintenant les Bayarois les ont achetés, ces logements. Et là, ce terrain, eh bien, l'équipe sortante a laissé partir ce terrain qui était au cœur du village. Alors que, au lieu de se focaliser sur un lac, qui, je le disais tout à l'heure, était un besoin premier, le wakeboard, eh bien, on aurait dû se focaliser sur ce foncier qui s'inscrivait au cœur du territoire. Alors, ce que nous ferons, et ça sera difficile parce que l'héritage est lourd, étant donné qu'un opérateur foncier l'a acheté, eh bien, nous négocierons avec cet opérateur foncier et nous lui dirons, au lieu de construire 200, tu construiras 100. Mais tu respecteras la politique de Gembayargues, tu respecteras le projet de Gembayargues et on inscrira un parc au cœur du village. Et ce parc sera le lieu du lien social, sera le lieu de la fête d'été, sera le lieu de la fête d'hiver aussi également, sera très certainement le lieu aussi de commerces qui seront en centralité et sera le lieu tout simplement d'instants de détente, parce que ça sera un lieu très arboré et les Bayarois pourront s'y détendre et se rencontrer. Donc, c'est ce que nous appelons dans le programme le poumon vert, ici, à cet endroit-là. Donc, la dynamique du logement, 1200 logements en 6 ans, c'est pile poil ce qui est prévu dans le plan local de l'habitat. Alors, au moins que l'équipe sortante assume ce bilan, au moins qu'ils assument ce bilan. Parce que je sais qu'ils sont venus dans cette salle et dire « Mais non, ça ne sera jamais construit, même pas dans 20 ans, dans 30 ans, vous inquiétez pas. » Mais là, les chiffres, ils parlent d'eux-mêmes. Donc on va y venir après sur la partie sud du Colombier. Donc voilà, alors cette partie sud, la zone du Colombier, il y a, en décembre 2008, il y a ce que l'on appelle une zone d'aménagement différé, qui a été... c'est une procédure qui vise à maîtriser le foncier, à ne pas augmenter le prix du foncier. Et là, cette maîtrise du foncier, un établissement public foncier est en charge d'acheter des terrains. Et je voudrais, Morgane Simard, donc représentant d'une famille d'ailleurs d'agriculteurs, de viticulteurs,
son cousin a été justement abordé par cet établissement public foncier. Je voudrais que tu nous dises ce témoignage que tu m'as dit tout à l'heure dans la voiture. Sachant qu'on venait ici, je l'ai appelé pour avoir son opinion là-dessus, savoir comment ça s'était passé. Et il m'a dit tout simplement, déjà, la carte n'est pas complètement à jour parce qu'il a vu pire que ça. Ils ont l'autorisation de racheter toute la plaine bayargoise, de la 113 jusqu'au sud, complètement. Donc c'est même pas 66 hectares, c'est même au-delà. Donc là, voilà, un témoignage de plus. Mais ça c'est intéressant, on y reviendra madame, parce que ça fait plusieurs fois que je l'entends ça. Et après ils osent dire que c'est pas l'expropriation, mais quand ils sont venus le voir, ils ont dit on t'achète à ce prix-là aujourd'hui, par contre si tu ne vends pas aujourd'hui, on t'achète dans 3 ans au tiers du prix à peine. Voilà. Donc, en gros il a vendu 7500 mètres carrés pour même pas 200 000 euros. Sur Bayard, c'est dérisoire le prix du mètre carré que ça vaut aujourd'hui. Voilà. Merci. Merci Morgane, et je vais conjuguer les deux témoignages, puisque madame dit qu'on vous a proposé justement d'acheter votre maison. Eh bien, je parlais tout à l'heure des aménagements qu'il y a sur la rue de la Libération, la route de Saint-Brest. Donc cet aménagement, je disais tout à l'heure, 220 logements, et c'est de la route impériale, pardon. La route impériale qui mène à Saint-Brest. Donc la route impériale, alors, le programme se développe entre la rue du Levant et la route impériale, et là, vous avez le long de la rue du Levant, vous avez des villas, des pavillons en R+1. Et ces gens, sans aucune concertation, ont vu le programme s'élever. Et ils ont vu s'élever du R+3 en face de chez eux sans qu'on leur ait jamais rien dit. Alors là, ça a été levé de bouclier. Parce que certains disent on ne construit pas, et puis la réalité est là. Ce que je disais lundi, les grues parlent d'elles-mêmes, les murs s'élèvent, les murs en béton manché s'élèvent. Et là, c'est du R+3, vue directe sur le jardin du pavillon en R+1. Les gens ont commencé à aller voir les promoteurs, les constructeurs, mais que se passe-t-il? C'est pas possible, il doit y avoir un recours, on ne peut pas faire ça. Réponse, ce que vient de dire madame. Réponse, ne vous inquiétez pas, si vraiment ça vous pose un problème, on vous rachète la maison. Alors, vous voyez avec quelle arrogance on sort les Bayardois de chez eux. Avec quelle arrogance on exproprie des Bayardois pour acheter le lac. Eh bien, J'aime Bayard s'engage à être en conversation. Et être en conversation, ce n'est pas enlever le bien des Bayardois de cette façon-là. Parce que finalement, ils n'ont plus le choix. S'ils veulent la tranquillité et si le prix est intéressant, eh bien on vend une villa et au lieu d'avoir du R+1, ça deviendra du R+3. C'est tellement simple. Sauf qu'on oublie l'humain dans tout ça. Et ça, nous, l'humain, vous le verrez en dernière partie, et on finit justement par l'humain. L'humain est au cœur de la politique qu'on veut construire, co-construire avec les Bayardois, quel que soit le quartier. Donc, observons cette carte, puisque certains nous disent qu'on ne peut pas construire. Et quand on voit cette zone verte qui correspond aux zones inondables, eh bien, voilà l'argument. Tout est inondable, on ne peut pas construire. Alors moi, je pose la question à Jacques-Claude, qui est un spécialiste à la question, et je voudrais que tu nous répondes, un spécialiste, est-ce que ces zones inondables sont irréversibles, ou est-ce qu'on peut modifier, et comment peut-on modifier cela? Merci. Oui, bien sûr. On peut faire beaucoup de choses avec des bulldozers et des excavatrices. Simplement, ça c'est la carte du PPRI, mise à jour en 2012. Donc il y a eu plusieurs mises à jour successives sans que jamais